Mon père, le pasteur Michel Cadet, était à la tête d'une grande paroisse extrêmement influente, nichée au cœur de Lyon. 2 semaines à peine avant le jour sacré où je devais unir ma vie à celle d'Ethan, mon père s'est dressé, imposant et solennel, derrière sa chaire massive, un véritable autel de pouvoir. D'une voix profonde et résonnante, dont la portée semblait défier les lois de l'acoustique pour atteindre les derniers rangs de l'immense salle, il a annoncé à l'assemblée de 2800 fidèles qu'il n'assisterait pas à ma cérémonie de mariage. La raison, assénée sans la moindre hésitation, avec une certitude glaçante, était que j'épousais ce qu'il avait l'audace de qualifier de marchandise avariée. Un veuf, Étienne Harper, qui avait déjà une fille de 6 ans, Anna. J'étais là, assise au premier rang, dans la section A, siège 12, notre place habituelle, celle que nous occupions chaque dimanche depuis des années. Chaque mot, chaque syllabe de cette humiliation publique me transperçait le cœur, me lacérait l'âme. Je sentais les regards se poser sur moi, brûlant d'une curiosité mêlée de jugement, tandis que mon propre père, du haut de l'estrade, me dénonçait avec une ferveur déconcertante. Avec une conviction inébranlable, il a prononcé des paroles qui, encore aujourd'hui, résonnent en moi comme un écho douloureux. Les femmes pieuses, celles qui suivent les préceptes divins, ne s'encombrent pas du fardeau d'une autre femme. Puis, il a ajouté, avec une froideur qui me glaçait le sang et me laissait sans voix, la défunte épouse de mon futur gendre était, en soi, un signal d'alarme. Il a même exhorté la congrégation à prier pour que je voie la vérité, comme si j'étais aveugle à une réalité qu'il était le seul à percevoir. Un privilège divin dont il se croyait investi. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée, un son collectif qui me serrait la gorge. Et je me sentais de plus en plus isolée, prise au piège de cette mise en scène cruelle et publique. À ses côtés, ma mère, Diane Cadet, était assise, le visage impassible, une expression neutre qui masquait peut-être une tempête intérieure, mais elle acquiesçait de la tête à chaque affirmation de mon père, renforçant ainsi le poids déjà écrasant de ses paroles. Je m'appelle Marie Cadet, et à ce moment précis, j'avais 29 ans. Aujourd'hui, je suis Mary Harper, et cette histoire est la mienne, celle d'une transformation inattendue. Je veux vous raconter ce qui s'est déroulé ensuite, lorsque ce fardeau, cette petite fille de 6 ans, une élève de première année, Anne Harper, a descendu l'allée de mon mariage, tenant une pancarte dont le message allait être vu par 11 millions de personnes à travers le monde. Ce que cet enfant a écrit, avec une simplicité déconcertante et une innocence désarmante, a anéanti en une seule phrase tout l'édifice de préjugés et de jugements que mon père avait si méticuleusement bâti. Avant de vous révéler le contenu de cette pancarte, je vous pose la question, avec toute la sincérité dont je suis capable. Si votre propre père vous avait humilié de la sorte, publiquement, depuis la chaire sacrée, devant 2800 personnes, auriez-vous pu lui pardonner un jour? Car ce qui s'est passé ensuite a irrémédiablement tout changé, bouleversant les fondations de ma vie. Voici comment j'en suis arrivée là, à ce carrefour décisif. J'ai passé toute mon enfance au sein de la Église Saint-Grace, une institution qui comptait 2800 membres et qui était, sans conteste, le centre névralgique de notre existence familiale. Mon père, Michael Cadet, l'avait bâti de ses propres mains, avec une vision et une détermination inébranlables, transformant une simple cafétéria d'école primaire, louée en 1997, en un complexe ecclésiastique moderne et impressionnant. Ce n'était plus seulement un lieu de culte, c'était un véritable empire, doté d'un café branché où les fidèles pouvaient se retrouver après les services, et même de sa propre équipe de stationnement, gérant le flux incessant de voitures et de fidèles chaque dimanche. J'avais à peine 7 ans lorsque nous avons déménagé dans ce nouveau bâtiment, aux murs immaculés et aux vastes espaces
qui semblait démesuré pour une enfant de mon âge, presque intimidant. Je me souviens encore avec précision de la cérémonie de dédicace. Mon père, d'ordinaire si stoïque, si maître de ses émotions, avait les larmes aux yeux, sa voix tremblante d'une émotion palpable alors qu'il s'adressait à l'Assemblée. Il avait déclaré publiquement que Dieu avait béni sa fidélité, récompensant ses efforts et sa dévotion sans faille. Mais même à cet âge tendre, une part de moi, déjà lucide et observatrice, comprenait que ce qu'il voulait réellement dire, au-delà des mots pieux, c'était que son image, soigneusement construite et entretenue au fil des ans, avait finalement porté ses fruits, lui apportant reconnaissance, pouvoir et une influence grandissante. Les dimanches matins n'étaient pas de simples services religieux, c'étaient des représentations, des spectacles parfaitement orchestrés où chacun, de la chorale aux fidèles du premier rang, avait un rôle précis à jouer. Ma famille occupait toujours le premier rang, dans la section A, au siège 12. C'était notre place attitrée, la même depuis 18 ans, un symbole visible de notre statut au sein de la congrégation et de notre dévotion apparente. Ma mère, Diane Cadet, veillait scrupuleusement à ce que mon frère et moi soyons toujours impeccablement vêtus, comme si nous passions une audition pour la couverture d'un magazine chrétien de renom. Nos tenues devaient être modestes, certes, en accord avec les préceptes de l'Église, mais aussi parfaitement soignées, sans un pli, toujours prêtes pour la caméra, car les caméras, elles, tournaient sans relâche, capturant chaque instant. 3 services par dimanche, tous retransmis en direct sur Internet, atteignant des milliers de foyers. Des milliers de personnes nous observaient, nous scrutant à travers leurs écrans, analysant chaque geste, chaque expression. C'était là tout l'enjeu, le véritable objectif de cette mise en scène permanente, maintenir une image parfaite, une façade irréprochable pour le monde entier. Je me souviens encore avec une clarté saisissante de ces moments où ma mère me tirait brusquement vers la salle de bain, un espace souvent froid et impersonnel, situé dans les coulisses du bureau de l'église. Son regard, perçant et scrutateur, balayait ma tenue du haut en bas, ne laissant échapper aucun détail. Si mon chemisier présentait le moindre faux pli, ou si une mèche de cheveux osait s'échapper de ma coiffure, elle intervenait immédiatement, d'une main experte et rapide. D'une voix basse, presque un murmure, mais empreinte d'une fermeté inébranlable, elle me demandait, le visage grave: « Veux-tu vraiment que les gens pensent que nous sommes en train de nous effondrer, que notre famille, notre image si soigneusement construite, se désintègre sous leurs yeux ?» J'avais tout juste 12 ans la première fois que j'ai entendu cette phrase, et elle s'est gravée dans ma mémoire avec une intensité particulière. À l'époque, mon esprit d'enfant ne parvenait pas à établir le moindre lien logique entre l'état de ma queue de cheval et la réputation de notre famille. Aujourd'hui, avec le recul des années et une compréhension plus profonde des dynamiques en jeu, je saisis parfaitement la portée de ces paroles, le poids de chaque imperfection. Il existait, au sein de notre communauté, des règles tacites, jamais couchées sur papier, mais que chacun connaissait et respectait avec une scrupuleuse dévotion. Ne fréquentez personne en dehors du cercle étroit de l'Église. Ne remettez jamais en question l'autorité des dirigeants en public, même si des doutes vous assaillaient en privé. Ne laissez jamais transparaître les problèmes familiaux, gardez-les secrets, enfouis sous une façade impeccable. Et surtout, n'épousez jamais quelqu'un qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, compliquer le témoignage de la famille. Cela incluait toute personne divorcée, issue d'un foyer brisé, ou, comme ils aimaient le dire avec une pointe de condescendance, avec des bagages. Mon père, pasteur Michael Cadet, répétait ces maximes comme des mantras lors de nos dîners de famille, chaque dimanche, à 1h15 précise, juste après notre retour du dernier service. C'était un rituel immuable, une sorte de sermon privé, prononcé dans l'intimité de notre salle à manger. « Notre famille n'est pas comme les autres », déclarait-il d'une voix grave et posée, le regard balayant chacun de nous, s'attardant un instant sur mon frère et moi.
Nous sommes tenus à un niveau d'exigence plus élevé. C'est le prix à payer pour le leadership, la rançon de notre position. Pendant qu'il prononçait ces mots, ma mère, Diane Cadet, disposait sur la table la même rotation de 12 prières approuvées que nous récitions avant chaque repas, une litanie sans âme, récitée machinalement. Ensuite, la conversation glissait inévitablement vers le budget de l'Église, les familles qui donnaient en la dîme avec une générosité exemplaire, ou les membres du personnel qui, selon lui, ne respectaient pas les normes établies. Il parlait des êtres humains comme s'il s'agissait de simples chiffres dans des rapports trimestriels, dénués de toute émotion, de toute individualité, de toute complexité. Mon frère aîné, plus pragmatique et doté d'une intelligence aiguisée pour les dynamiques sociales, avait compris les règles de ce jeu très tôt. À 26 ans, il avait épousé une chef de louange, issue d'une autre grande paroisse, un choix stratégique et impeccable, salué par tous. Mon père avait officié la cérémonie avec une fierté non dissimulée, son sourire rayonnant reflétant l'approbation générale. La réception grandiose et parfaitement orchestrée avait réuni 350 invités, tous témoins de cette union idéale. C'était une bénédiction complète, car elle correspondait parfaitement à l'image que notre famille devait projeter, celle de la réussite spirituelle et sociale. Elle était blonde, douée pour la musique, et son profil était proche du ministère, une expression qui signifiait qu'elle était parfaitement intégrée dans le milieu ecclésiastique. Son père était diacre, sa mère dirigeait l'étude biblique des femmes. Elle cochait absolument toutes les cases de la perfection selon les critères exigeants de mon père, une épouse idéale pour un fils de pasteur. Je n'avais pas conscience de jouer un rôle, de vivre une performance constante, une existence façonnée par les attentes extérieures, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui, lui, était authentique, sans artifice, sans la moindre prétention. J'ai commencé à travailler comme conseillère scolaire dans une école primaire à l'âge de 27 ans. Un changement radical par rapport à l'environnement aseptisé et contrôlé de l'Église. C'était à la école primaire des Brotteaux, une école située juste en dehors du centre-ville d'Austin. Un monde à part, vibrant de vie et de réalités diverses. Ce poste était censé n'être que temporaire, une parenthèse dans ma vie le temps que je découvre ma véritable vocation, ce que je voulais vraiment faire de mon existence. Mais il s'est avéré que d'observer ces enfants, confrontés à de véritables problèmes, à des réalités brutes et souvent douloureuses, m'a ouvert les yeux d'une manière inattendue. J'ai alors réalisé à quel point la version de la foi que ma famille avait toujours prônée était superficielle, dénuée de sincérité profonde, une simple façade polie pour le monde extérieur. Nous parlions de la grâce pendant 2 heures chaque dimanche à l'église, des sermons éloquents sur la compassion et l'aide aux plus démunis, des paroles qui résonnaient dans l'air sacré sans jamais vraiment s'ancrer dans la réalité. Pourtant, je n'avais jamais, au grand jamais, vu une personne réellement dans le besoin franchir les portes de notre bâtiment immaculé. Tous ceux qui y entraient étaient déjà propres, déjà parfaits, déjà prêts à jouer leur rôle, à dissimuler tout ce qui pouvait les rendre vulnérables, tout ce qui faisait d'eux des êtres humains complexes et imparfaits. C'était une performance constante, une façade polie pour le monde extérieur. À l'école, en revanche, le voile s'est levé. J'ai rencontré une élève de 2e année dont le père célibataire travaillait de nuit, enchaînant les heures sans relâche. Malgré la fatigue évidente qui creusait des cernes sous ses yeux, il se présentait à chaque réunion parents-professeurs, l'esprit alerte, toujours présent pour sa fille. Une présence inébranlable. J'ai rencontré une petite fille de maternelle élevée par sa grand-mère après que ses 2 parents aient péri dans un tragique accident de voiture. Une histoire de résilience déchirante et poignante. J'ai côtoyé des enfants qui vivaient à 5 dans des appartements de 2 chambres. Des enfants qui portaient les mêmes chaussures usées jusqu'à ce qu'elles se désintègrent littéralement, leurs semelles s'effilochant à chaque pas.
Des enfants dont les parents les aimaient d'un amour féroce et inconditionnel, même si leur quotidien était à 1000 lieues de la version Instagram de la famille parfaite que mon Église s'efforçait de vendre avec tant d'ardeur. C'est à ce moment précis, au milieu de ces réalités brutes et authentiques, que j'ai commencé à percevoir l'immense fossé, l'abîme béant entre la réalité vécue et l'image soigneusement construite. En mai 2023, l'école a organisé un événement spécial, une collecte de fonds intitulée Lecture sous les étoiles, qui s'est déroulée au parc de la Tête d'Or, un vaste espace vert très apprécié d'Austin, où l'herbe fraîche sentait la promesse d'une belle soirée. J'étais en charge de l'organisation de cet événement, veillant à ce que chaque détail se déroule sans accroc, du placement des couvertures aux guirlandes lumineuses. De nombreux parents s'étaient portés volontaires pour servir d'accompagnateurs, créant une atmosphère chaleureuse et communautaire, un véritable sentiment d'appartenance. C'est au cours de cette soirée mémorable que j'ai fait la connaissance d'Étienne Harper, l'homme qui allait bouleverser ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Il était environ 19h30 ce vendredi soir-là, l'air doux et caressant, la lumière du crépuscule enveloppant le parc d'une teinte dorée et apaisante. 83 familles s'étaient confortablement installées sur des couvertures colorées, dispersées sur l'herbe encore tiède, sous le doux scintillement des guirlandes lumineuses suspendues aux branches des arbres. J'étais occupée à la table d'inscription, vérifiant les noms sur ma liste et distribuant les programmes de la soirée, lorsque mon regard fut irrésistiblement attiré par une petite fille. Elle portait une adorable robe d'été jaune, ornée de motifs de livres, et était assise au centre d'un cercle d'enfants captivés, lisant à voix haute le livre Corps du rouille, avec une assurance étonnante pour une petite fille de 6 ans. Sa lecture était fluide, maîtrisée, comme si elle avait répété cet exercice des centaines de fois, chaque mot prononcé avec clarté et conviction. Son père, Étienne Harper, se tenait quelques mètres derrière elle, l'observant avec une tendresse discrète, presque imperceptible, mais profondément palpable. Il ne planait pas au-dessus d'elle, ne l'interrompait pas. Il se contentait de la regarder, un sourire léger aux lèvres, un mélange de fierté et d'amour dans ses yeux. Quand elle eut terminé sa lecture, les autres enfants éclatèrent en applaudissements enthousiastes, un concert de petites mains battant l'air. La petite Anna se leva, fit une révérence charmante, et son père, témoin de cette scène adorable, lui adressa un sourire chaleureux, rempli d'une fierté évidente et sincère. Après la fin des cercles de lecture, alors que la plupart des familles commençaient à plier bagages, je l'ai vu ramasser les déchets. Non pas parce que quelqu'un le lui avait demandé, mais simplement parce que c'était nécessaire, un geste naturel et désintéressé. Il tenait un sac de course en plastique, usé mais fonctionnel, et parcourait les rangées avec une démarche calme, collectant méticuleusement les gobelets en papier et les serviettes que les familles avaient laissées derrière elles. Je me suis approchée de lui, mes pas feutrés sur l'herbe encore humide de la soirée, le cœur battant un peu plus vite. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça ?» lui ai-je dit doucement, un léger sourire aux lèvres, en désignant le sac qu'il tenait. Il a levé les yeux vers moi, son regard rencontrant le mien avec une intensité inattendue, et a simplement répondu « Je sais. Anna adore ces événements. Sa maman lui lisait des histoires tous les soirs. Nous continuons cette tradition. » Sa maman. Le passé. Le mot résonnait dans l'air frais du soir, porteur d'une absence palpable, d'un vide que je pouvais presque sentir. Je n'ai pas posé de questions, respectant son intimité. Je me suis contentée de l'aider à ramasser les derniers détritus, un silence respectueux s'installant entre nous, rempli d'une compréhension tacite, d'une connexion inattendue. Avant qu'il ne parte, je l'ai observé tresser les cheveux de sa fille. La petite Anna se tenait devant lui, un flot incessant de paroles sur les livres qu'elle avait entendus, et il divisait ses cheveux en 3 mèches avec une dextérité
et une douceur qui suggérait qu'il l'avait fait des milliers de fois. Un rituel familier. Ses gestes étaient impatients, empreints d'une tendresse infinie, chaque mouvement précis et délicat. Je n'avais jamais vu un homme faire cela auparavant, avec une telle aisance et une telle affection. Je ne connaissais pas encore son nom, mais à cet instant, je savais que je voulais le connaître. Et bien plus encore. Au cours des mois suivants, j'ai appris son histoire, pièce par pièce, comme les fragments d'un puzzle qui se révélait lentement, chacun ajoutant une nuance à l'image complexe de l'homme qu'il était. Nos conversations, d'abord légères, s'étaient approfondies, et chaque regard, chaque silence, chaque confidence tissait un peu plus sa vérité. Son nom était Étienne Harper. Il avait 32 ans, un âge où la vie semblait à la fois pleine de promesses et déjà marquée par des épreuves. Il était professeur d'histoire au collège Jean Moulin, une profession qui exigeait patience et dévouement, et entraîneur adjoint de basket-ball, ce qui expliquait sa silhouette athlétique et son énergie. Sa femme, Anna, l'aînée, était décédée 6 ans auparavant, le 12 octobre 2019, à 3h42 du matin, au hôpital Édouard Herriot. La précision de la date et de l'heure, qu'il prononçait avec une mémoire douloureuse, témoignait de l'impact indélébile de cette perte. La cause: une embolie amniotique survenue lors d'une césarienne d'urgence. C'était une complication rare, foudroyante, une tragédie médicale qui avait emporté sa vie en quelques heures. Elle était en vie à minuit, pleine d'espoir et d'attente, mais morte avant l'aube, laissant derrière elle un vide abyssal. Le bébé avait survécu, une petite fille qu'il avait nommée Anna en son honneur, un hommage vivant à l'amour perdu. Il l'avait élevée seule, avec une force et une tendresse que je n'avais jamais rencontrées. Il n'avait jamais fréquenté personne d'autre, ne s'était jamais remarié, sa vie s'étant entièrement réorganisée autour de sa fille et de la mémoire de sa défunte épouse. Son quotidien se résumait à travailler, entraîner, rentrer à la maison, lire à sa fille, la mettre au lit et, comme je l'ai appris plus tard, écrire dans un journal. J'ai découvert l'existence de ce journal bien après, un jour où mon regard s'était posé sur sa table de chevet. C'était un carnet simple, aux pages légèrement jaunies, qu'il gardait précieusement. Il y écrivait des lettres à sa défunte épouse, des récits intimes des étapes importantes de la vie de leur fille. Son premier jour de maternelle, la première fois qu'elle avait fait du vélo seule, le vent dans ses cheveux, la première fois qu'elle avait lu un livre à chapitres de bout en bout, sa petite voix hésitante, mais fière. Il m'a dit un jour, le regard lointain, perdu dans des souvenirs que je ne pouvais qu'imaginer. Je veux qu'Anna sache que sa maman faisait partie de chaque moment, même ceux où elle n'était pas physiquement là. Ces mots, prononcés avec une douce mélancolie, révélaient la profondeur de son amour et de son engagement envers la mémoire d'Anna, l'aînée, et le bien-être de leur enfant. À l'automne 2023, notre relation était devenue sérieuse, une évidence douce et naturelle. La petite Anna, qui avait alors 5 ans, avait commencé à m'appeler Madame Mary, un titre qu'elle prononçait avec une gravité adorable. Elle me posait des questions avec une curiosité touchante, ses grands yeux clairs fixés sur moi, comme « Pensez-vous que ma maman au ciel sait que vous êtes gentille avec nous ?» Chaque fois, mon cœur se serrait d'une émotion douce, amère, et je lui répondais toujours en caressant ses cheveux. « Je pense que oui, ma chérie. Je suis sûre qu'elle le sait et qu'elle est heureuse. » Ethan lisait des histoires de la Bible avec Anna chaque matin avant l'école. Ce n'était pas un acte de prosélytisme ou une démonstration de piété, mais une tradition précieuse que sa femme avait souhaité maintenir. Un fil invisible qui les reliait à elle. La Genèse le lundi, les psaumes le vendredi, un rythme immuable. Il ne prêchait pas. Il lisait simplement, sa voix grave et apaisante, emplissant la cuisine d'une sérénité réconfortante. Ensuite, il lui préparait le petit déjeuner, l'odeur du café et des toasts grillés, se mêlant
aux récits anciens. Puis, avec la même patience et la même dextérité que je lui avais vue ce soir-là au parc, il lui tressait les cheveux, chaque mèche soigneusement arrangée, avant de la conduire à l'arrêt de bus. Il n'y avait aucune mise en scène dans ses gestes quotidiens, juste une fidélité inébranlable à ses engagements et à la mémoire de sa femme, une routine empreinte d'amour et de dévotion. Notre premier rendez-vous officiel a eu lieu le 9 septembre 2023. Nous nous sommes retrouvés au Le Petit Bouchon à 11h30, l'air déjà imprégné de l'odeur alléchante de la viande fumée. Le temps était compté, car il devait récupérer Anna de la maternelle à 14h45. Nous avons donc partagé un plat de brisquette, cette viande de bœuf fumée si emblématique de la région, tendre et savoureuse, et avons parlé de l'enseignement, de la perte et de ce que signifiait reconstruire une vie après que tout s'était effondré. Il ne parlait pas de sa foi comme d'un curriculum vitae, une liste de réalisations à cocher ou de dogmes à réciter. Il en parlait comme d'une conversation intime et continue qu'il menait encore avec lui-même et avec le divin, une quête personnelle et profonde, sans ostentation. Je l'ai présenté à mes parents lors de leur dîner de Noël en décembre 2023, un événement qui s'annonçait tendu. Ma mère a affiché un sourire poli, un masque de courtoisie qui ne cachait pas entièrement sa réserve, tandis que mon père lui a serré la main avec une certaine froideur. Ils lui ont posé des questions courtoises sur son travail, sa fille, sa défunte épouse, des questions qui, sous leur apparente bienveillance, sondaient les profondeurs de sa situation. Ethan a répondu avec une honnêteté désarmante, sans phare ni artifice. Il n'a pas cherché à les impressionner, il a simplement dit la vérité, avec une dignité tranquille. Après son départ, mon père m'a dit, le ton grave, ses yeux perçants fixés sur moi. Il a l'air d'un homme bien. Mais Mary, pense à ce que tu t'apprêtes à assumer. Ce que tu t'apprêtes à assumer. Ces mots résonnaient dans l'air, lourds de sous-entendus, de jugements implicites. Comme si la petite Anna était un fardeau, une charge que j'allais devoir porter. Une responsabilité encombrante. Comme si aimer un enfant qui avait perdu sa mère était une sorte de désagrément facultatif, une complication que l'on pouvait choisir d'éviter, une tâche sur le tableau idyllique de l'amour. À cet instant précis, une alarme aurait dû retentir en moi, un signal d'avertissement clair et strident. J'aurais dû comprendre la véritable nature de leurs réserves, la profondeur de leur jugement, la façon dont ils percevaient cette situation. Mais l'excitation de l'amour, cette force puissante et aveuglante, masquait encore la clarté de cette révélation, enveloppant mon esprit dans un voile doux et trompeur. Ethan m'a demandé en mariage le 15 juin 2024, à 18h18, au Jardin botanique de Lyon, le même endroit où nous avions eu notre première véritable conversation lors de cette collecte de fonds, un lieu désormais empreint de souvenirs. Le soleil commençait à décliner, projetant des ombres longues et douces sur les parterres fleuris. La bague était simple, élégante, d'une valeur de 1200 €, sans ostentation, mais pleine de sens. Anna l'avait aidée à la choisir, son petit doigt pointant avec enthousiasme vers le modèle qu'elle préférait, son rire cristallin emplissant la bijouterie. Quand il s'est agenouillé, le cœur battant, Anna s'est tenue à côté de lui, tenant fièrement une pancarte faite maison, aux lettres colorées et un peu maladroites, qui disait « Veux-tu être ma maman bonus ?» J'ai dit « Oui », les larmes aux yeux, mon cœur débordant de joie et d'une tendresse infinie pour cette petite fille et cet homme qui m'offrait une nouvelle famille. J'ai appelé mes parents ce soir-là, mon cœur battant la chamade, débordant d'une joie presque irréelle. J'étais folle de bonheur, naïve peut-être, mais tellement excitée à l'idée de partager cette nouvelle. Mon père, le pasteur Michael Cadet, a répondu au téléphone, sa voix grave et familière. Je lui ai annoncé nos fiançailles, les mots s'échappant en un flot rapide et enthousiaste. Il y a eu une pause, un silence si lourd à l'autre bout du fil qu'il semblait aspirer toute l'euphorie qui m'habitait.
Puis sa voix, empreinte d'une surprise mal dissimulée et d'une pointe de méfiance, a brisé le silence. Un veuf? Mary? Es-tu sûre de cela? Avant même que je puisse répondre, ma mère, Diane Cadet, a pris la ligne, son ton plus tranchant encore, perçant mon enthousiasme comme une lame froide. Que vont penser les gens? Un homme avec un enfant d'une autre femme? D'une autre femme. Ces mots résonnaient en moi comme une accusation, comme si la petite Anne Harper était la preuve d'un scandale quelconque, une tache indélébile sur notre union naissante, comme si sa mère décédée la disqualifiait d'être aimée, d'être pleinement acceptée au sein de notre famille. À cet instant précis, une alarme aurait dû retentir, me poussant à raccrocher, à me protéger de leur jugement. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai essayé d'expliquer, de leur faire comprendre la profondeur de mon choix. Je leur ai dit qu'Étienne Harper était un homme bon, un professeur dévoué qui inspirait ses élèves, un père aimant qui était présent chaque jour pour sa fille, Anna. Je leur ai expliqué qu'il honorait la mémoire de sa défunte épouse, Anna, senior, tout en ayant le courage d'aller de l'avant, de construire un avenir avec moi. Ma mère a rétorqué, avec une pointe de condescendance qui me glaçait le sang. A-t-il suivi une thérapie pour son deuil? L'Église a des ressources pour les gens comme ça. Les gens comme ça. L'écho de ces derniers mots, prononcés avec un dédain à peine voilé, me fit frissonner. C'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Le glissement insidieux, la fissure qui s'ouvrait entre nous. Je n'étais plus leur fille demandant du soutien et de la joie, mais un problème qu'ils devaient gérer, une situation délicate à maîtriser. En juillet, le cœur encore lourd de notre conversation, j'ai demandé à mon père s'il accepterait d'officier notre mariage à la église Saint-Grace. Sa réponse fut un refus catégorique, sans appel. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau le 22 juillet 2024, à 10h15 du matin. L'atmosphère était tendue, le silence presque palpable. J'étais assise en face de son grand bureau en bois massif, dont la surface polie reflétait la lumière blafarde du matin. Derrière lui, 3 photos encadrées ornaient le mur, symbole de son ministère et de son statut. L'une avec le gouverneur, l'autre avec l'équipe de louanges lors d'une conférence, et la troisième lors de la cérémonie de pose de la première pierre de l'église. 0 photo de famille. Pas une seule image de nous, ses enfants, ou de ma mère. Il a dit que cela envoyait le mauvais message. La fille d'un pasteur épousant un homme dont le premier mariage s'était terminé tragiquement. Les gens poseraient des questions embarrassantes qui pourraient ternir la réputation de l'Église et la sienne. Son premier mariage n'a pas pris fin, ai-je corrigé, ma voix tremblante d'émotion, luttant pour rester ferme. Sa femme est morte. Mary, a-t-il dit, joignant ses mains sur le bureau avec une précision presque clinique, son regard dur comme l'acier. J'ai passé 18 ans à bâtir ce ministère. Le poids de ces 18 années semblait s'abattre sur moi, écrasant toute tentative de compréhension. Je ne peux pas laisser des affaires personnelles compromettre le témoignage, a déclaré mon père, sa voix résonnant d'une autorité inébranlable, chaque mot martelé avec une conviction effrayante. Des affaires personnelles, j'étais sa fille, sa chair et son sang, et pourtant, à cet instant précis, je me sentais reléguée au rang d'une simple complication, d'un dossier à gérer, d'un obstacle à son ministère. « Je suis ta fille », ai-je murmuré, le cœur serré dans ma poitrine, un filet de voix à peine audible. Il a secoué la tête, son regard dur comme la pierre, inébranlable. « Tu es aussi l'enfant d'un leader. Cela implique des responsabilités. Des responsabilités qui, visiblement, primaient sur mon bonheur. Ma mère, Diane Cadet, était assise à côté de moi, dans le fauteuil rembourré, son visage exprimant une tristesse contenue. Elle a tendu la main et a posé la sienne sur la mienne, un geste qui aurait pu être réconfortant, un baume sur ma douleur, si ces mots n'avaient pas suivi, brisant l'illusion de soutien. « Chérie, si tu insistes pour faire cela, nous te soutiendrons en privé. Mais nous ne pouvons pas être publiquement associés à la cérémonie.
publiquement associés. Ces mots claquaient comme un verdict, comme si mon mariage était un scandale, une tache indélébile sur leur réputation immaculée. Comme si épouser un homme qui aimait profondément son enfant était quelque chose de honteux, d'indigne de leur approbation publique. J'ai retiré ma main brusquement, le contact me brûlant la peau, la chaleur de sa main se transformant en une sensation de trahison. « Alors, vous ne viendrez pas ?» ai-je demandé, ma voix à peine audible, un murmure de douleur. « Nous n'avons pas dit cela », a rétorqué ma mère, un filet de voix qui tentait de masquer l'évidence. « Si, vous l'avez dit », ai-je insisté, sentant une colère froide monter en moi, une rage silencieuse qui menaçait de déborder. Mon père s'est penché en avant, ses mains jointes sur le bureau, son expression grave et impénétrable. Nous disons que nous ne pouvons pas célébrer quelque chose que nous ne jugeons pas sage. Je me suis levée, le mouvement brusque, mon corps tendu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement posé mon regard sur lui, un regard lourd de déception et d'une douleur profonde, un regard qui en disait plus que 1000 mots. « Tu prêches la grâce tous les dimanches », ai-je dit, ma voix étonnamment calme, presque détachée. « Mais tu ne peux pas l'étendre à ta propre fille. » Puis, sans un mot de plus, sans un regard en arrière, je me suis retournée et j'ai quitté la pièce, laissant derrière moi le silence pesant de leur bureau et le poids écrasant de leur jugement. La porte s'est refermée doucement, mais le bruit dans mon cœur était assourdissant. Les mois d'août, septembre et octobre 2024 ont été une succession interminable de dîners de famille tendus et d'appels téléphoniques chargés de non-dits, où chaque silence était plus éloquent que n'importe quelle parole. Mes parents n'ont cessé de me suggérer d'attendre un peu plus longtemps ou de suivre une thérapie prénuptiale avec quelqu'un qui, selon eux, comprendrait les situations compliquées. Ils ont même proposé de payer pour cela. Une somme de 3 500 € pour 12 séances avec le docteur Vernon Matthews, un thérapeute spécialisé dans ce qu'ils appelaient « aider les jeunes adultes à prendre des décisions d'alliance sages ». La traduction était claire, limpide, me faire changer d'avis, me ramener dans le giron de leurs attentes. J'ai refusé catégoriquement, ma détermination plus forte que jamais. Malgré leur opposition manifeste et persistante, j'ai pris la décision ferme de réserver le Jardin botanique de Lyon pour la date du 15 février 2025. C'était un acte de défi silencieux, une affirmation de ma volonté. J'ai ensuite envoyé des faire-part élégants à 60 personnes, des amis chers, des collègues, des membres de notre communauté élargie qui nous soutenaient. Au bas de l'invitation, sous une ligne discrète mais délibérément visible, j'avais fait imprimer une phrase qui se voulait à la fois informative et un brin provocatrice. La famille Cadet regrette de ne pouvoir être présente. Ma mère m'a appelée dès qu'elle a reçu le sien, sa voix empreinte d'une indignation à peine voilée. « Mary, as-tu vraiment besoin de formuler cela de cette manière ? C'est un peu abrupt, ne trouves-tu pas ? Comment devrais-je le formuler ? Ai-je demandé en retour, ma patience déjà à bout, chaque mot prononcé avec une pointe d'exaspération. Vous ne venez pas, c'est la vérité, pure et simple. Je ne fais que l'énoncer. Nous pensons juste, a-t-elle commencé, sa voix s'éteignant dans une tentative de justification que je ne voulais plus entendre. Sans un mot de plus, j'ai raccroché, le son sec du combiné marquant la fin de cette conversation stérile et de bien d'autres avant elle. Le 18 novembre 2024, à 14 heures précises, j'ai rencontré mes parents dans un café Starbucks animé sur South Congress. L'odeur du café torréfié et le brouhaha ambiant ne parvenaient pas à masquer la tension palpable entre nous. Mon père avait une réunion des anciens à 15h30 et tenait à ne pas être en retard pour les affaires de l'Église, un rappel constant de ses priorités. Je les ai regardés, le cœur battant d'un espoir ténu, presque irrationnel, et j'ai posé la question une dernière fois. Ma voix à peine un murmure. « Viendrez-vous à mon mariage ?» Mon père a répété sa position, imperturbable, son regard fixe et lointain.
Nous ne pouvons pas célébrer quelque chose que nous ne jugeons pas sage. Notre conscience nous l'interdit. Ma mère a ajouté, le regard fuyant, évitant le mien, comme si les mots étaient trop lourds à porter. Cela nuira à l'Église, Mary. Les gens nous admirent. Ils nous regardent comme un exemple. J'ai fixé ma mère, le souffle coupé par l'ampleur de leur sacrifice. Alors, vous choisissez l'Église plutôt que votre fille? C'est ça, votre décision finale? La voix de mon père était calme, glaciale, dénuée de toute émotion apparente. Je choisis ma vocation. Mary, je suis désolée que tu ne puisses pas le comprendre. Alors qu'ils se levaient pour partir, leurs chaises raclant le sol carrelé du café, ma mère m'a serré brièvement dans ses bras. Son étreinte était rapide, presque mécanique. Elle a murmuré à mon oreille, sa voix à peine audible au milieu du vacarme du café. Tu comprendras quand tu seras mère. Parfois, aimer signifie dire non. J'ai pensé, tandis qu'il s'éloignait, me laissant seule au milieu des tables encombrées. Je comprends déjà. C'est précisément pourquoi je dis oui. En décembre, après des semaines de lutte intérieure, j'avais fini par l'accepter. Il ne viendrait trop pas. C'était une pilule amère à avaler, mais je me suis forcée à croire que c'était bien ainsi. Heureusement, je n'étais pas seule. Ma meilleure amie, Christine, qui avait dirigé le groupe de jeunes à Grace avant de partir pour une autre église, s'est portée volontaire avec un enthousiasme débordant pour être la coordinatrice de notre mariage. Des professeurs de mon école ont offert leur aide pour la logistique. Des parents de l'école d'Anna ont proposé d'apporter de la nourriture, des plats faits maison avec amour. Des collègues d'Étienne Harper ont généreusement donné de leur temps pour diverses tâches. Les parents de sa défunte épouse, les grands-parents maternels d'Anna, se sont présentés à chaque réunion de planification avec des plats en cocotte réconfortants et des paroles d'encouragement qui réchauffaient le cœur. Nous avions 60 invités confirmés, alors que la capacité du lieu était de 75 personnes, ce qui laissait une marge confortable. La cérémonie était prévue à 16 heures. La réception serait un petit bar à tacos de chez Torche, pour un coût de 890 €, une option simple et délicieuse. Les fleurs ont été offertes avec une grande gentillesse par le parent d'un de mes élèves qui possédait une boutique de fleuriste. Il n'y avait pas de planificateur de mariage professionnel, pas de photographe professionnel, juste des gens qui nous aimaient sincèrement et voulaient nous soutenir dans ce nouveau chapitre de nos vies. Fin janvier, Anna, ma petite fille de 6 ans, est venue me voir avec une idée lumineuse, les yeux pétillants d'excitation. Elle voulait descendre l'allée en tenant une pancarte, comme les petites filles d'honneur, mais avec des mots qu'elle aurait choisis. Ethan n'était pas sûr, son instinct protecteur le poussant à la prudence. « Mon cœur, es-tu sûr de vouloir faire ça? C'est un grand moment, et tout le monde te regardera. » Anna a hoché la tête avec une détermination inébranlable, ses petites tresses sautillant. « Oui, papa. Je veux que les gens sachent que je suis heureuse que tu épouses mon papa. » J'ai dit oui immédiatement, le cœur débordant de tendresse et d'une joie immense. « Que veux-tu que la pancarte dise ?» ai-je demandé, impatiente de découvrir sa création. Elle a réfléchi un instant, le front plissé de concentration. « Je ne sais pas encore. Est-ce que je peux y penser ?» Pendant les 2 semaines suivantes, Anna a travaillé assidûment sur sa pancarte avec l'aide de son institutrice de première année, transformant le projet en une véritable mission secrète. Elle l'a gardé précieusement caché, me disant que c'était une surprise spéciale pour le mariage. La semaine précédant la cérémonie, nous avons organisé un petit dîner de répétition chez Ethan. C'était le 13 février 2025, à 18h30, et 18 personnes étaient présentes. L'atmosphère était chaleureuse et intime. Anna portait un t-shirt sur lequel était écrit « Presque une petite fille d'honneur », un cadeau adorable de son institutrice. La grand-mère d'Anna m'a serrée dans ses bras avec une affection sincère et m'a dit, les yeux brillants d'émotion, « Anna serait si fière de vous deux, et elle adorerait que cette petite fille t'ait maintenant, Mary. » Elle parlait d'Anna, la première Anna, celle qui avait prié pour nous avant même de savoir que nous existerions.
celle dont l'amour continuait de nous envelopper. Cette nuit-là, alors que le calme s'était installé et que je me préparais à dormir, mon téléphone a vibré sur la table de chevet. C'était un message de ma mère. Il n'est pas trop tard pour reporter. Nous pouvons arranger ça. Sans hésitation, le cœur lourd mais la décision ferme, j'ai bloqué le numéro. C'était la fin d'une ère. Le 15 février 2025. Il faisait 68 degrés à Austin. Une chaleur inhabituelle pour la saison, mais un temps absolument parfait pour une cérémonie en plein air dans un jardin. Je me suis préparée chez Christine avec mes 3 demoiselles d'honneur, l'air rempli de rire et d'excitation. Ma robe était simple, couleur ivoire, achetée pour 650 € dans une boutique locale, sans fioritures inutiles. Pas de voile, juste des fleurs naturelles délicatement tressées dans mes cheveux. Pendant ce temps, Ethan et Anna se sont préparés à la maison, dans une ambiance plus calme. Anna n'arrêtait pas de vérifier son sac où la pancarte était roulée, son petit visage empreint d'une légère anxiété. Elle a demandé à son père, sa voix pleine d'incertitude, « Papa, et si les gens n'aiment pas ma pancarte ?» Il lui a répondu avec douceur, son regard empli d'amour et de réconfort. « Mon cœur, tu l'as faite avec ton cœur. C'est tout ce qui compte. » À 15h45, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Le cœur serré. Aucun message de mes parents. La déception m'a traversée et je l'ai éteint. 60 invités étaient assis sur des chaises de jardin blanches, impeccablement disposées en rangées soignées sous le soleil. Le mari de Christine, un pasteur ordonné, a officié la cérémonie avec une voix douce et solennelle. Une guitare acoustique jouait doucement, ses notes apaisantes flottant, tenues par un parent de l'école d'Anna. Les demoiselles d'honneur ont commencé à descendre l'allée avec grâce. Puis, ce fut le tour d'Anna, le moment tant attendu. L'officiant, Monsieur Christine, afficha un sourire chaleureux et bienveillant. Et maintenant, notre petite fille d'honneur, bien qu'elle ait quelque chose d'un peu différent à partager avec nous aujourd'hui, annonça-t-il, sa voix résonnant doucement et clairement dans le jardin baigné de soleil. Un frisson d'anticipation palpable parcourut les rangées d'invités. Anna apparut à l'arrière de l'allée, une vision délicate et un peu fragile dans sa robe blanche, rehaussée d'une écharpe violette qu'elle avait elle-même choisie avec soin. Dans ses petites mains, elle tenait fermement une affiche en carton roulé, attachée avec un ruban de la même couleur lavande. Elle avançait avec une lenteur mesurée, ses petits pas faisant à peine frôler les 12 mètres de pétales de rose blanche déjà parsemés sur le chemin. Chaque pas était délibéré, comme si elle portait un secret ou un trésor précieux. À mi-chemin, elle s'arrêta, un petit point blanc et violet au milieu de l'allée, captivant tous les regards. Avec une concentration adorable, elle dénoua le ruban, déroula l'affiche avec soin et la tourna pour faire face aux 60 invités. Le panneau mesurait environ 46 cm sur 60 et était couvert d'un texte écrit au marqueur violet. C'était l'écriture d'Anna, celle d'une enfant de 6 ans, un peu hésitante, mais pleine de caractère et d'une sincérité désarmante. Son institutrice l'avait aidée pour l'orthographe, mais les mots, eux, venaient directement de son cœur, sans filtre. L'affiche proclamait, avec une clarté bouleversante, « Mon papa dit que l'amour, c'est être présente. Mary est présente pour nous tous les jours. C'est pourquoi elle est ma famille maintenant. » Et en dessous, en lettres plus petites, elle avait ajouté de sa propre initiative, avec une conviction enfantine. Le dimanche matin, 16 février, je me suis réveillée dans une stupéfaction totale en découvrant que la vidéo affichait déjà 180 000 vues. Ethan et moi étions en pleine lune de miel, nichés dans un petit gîte douillet à Fredericksburg, loin de l'agitation du monde. Notre intention était claire, rester déconnectés, nous éloigner de toute distraction et nous contenter d'être simplement, profondément, mariés. Le soleil filtrait à travers les rideaux, promettant une belle journée, mais mon téléphone, que j'avais pourtant mis de côté, vibra. C'était Christine, ma meilleure amie, qui m'envoya un message à 8 heures du matin.
Tu as regardé TikTok ?» Je lui répondis, un brin agacé par cette intrusion dans notre bulle. Nous sommes en lune de miel, nous sommes déconnectés. Mais elle insista, avec une pointe d'urgence dans ses mots. Mary, tu devrais peut-être te connecter, vraiment. J'ouvris l'application TikTok, le cœur soudainement serré par une appréhension grandissante. La vidéo de notre mariage était partout, inondant mon fil d'actualité. À 14 heures, elle affichait déjà 890 000 vues, un chiffre qui me semblait irréel. À 20 heures ce soir-là, elle avait franchi le cap des 2,1 millions. C'était une véritable déferlante. Les groupes de mamans d'Austin la partageaient frénétiquement, la propulsant dans toutes les conversations. Les réseaux d'enseignants la diffusaient et la communauté chrétienne de TikTok la découvrait avec un mélange de curiosité et d'indignation. La section des commentaires se remplissait à une vitesse vertigineuse, chaque rafraîchissement apportant son lot de nouvelles réactions. « Où étaient ses parents ?» demandèrent certains, leurs mots me transperçant. « Ce bébé comprend l'Évangile mieux que la plupart des pasteurs », s'exclamait un autre, louant Anna avec une ferveur inattendue. Et puis, cette question qui me glaça le sang. Que quelqu'un découvre à quelle église sa famille appartient. Je sentis mon estomac se nouer, une boule d'angoisse grandissant en moi. Le lundi matin, 17 février, la vidéo avait atteint l'incroyable chiffre de 5,3 millions de vues. Les commentaires devenaient de plus en plus précis, de plus en plus personnels. Quelqu'un reconnut le jardin botanique de Zilker, identifiant le lieu de la cérémonie. Puis, un autre commenta, avec une révélation qui fit basculer la situation. « Attendez, n'est-ce pas la fille du pasteur de l'église Grace Community à Austin ?» Et un troisième renchérit, confirmant mes pires craintes. « OMG, j'y vais. Son père est le pasteur principal, Michael Cadet. » Le fil de discussion explosa littéralement, transformant la conversation en un torrent d'indignation. « Ses parents dirigent une grande paroisse et ne sont pas venus », s'indignait un utilisateur, son message résonnant comme une accusation publique. « Je suis membre là-bas. C'est fou. Ils prêchent les valeurs familiales chaque semaine », ajouta un autre, exprimant un sentiment de trahison palpable. La honte et la colère montaient en moi. Le dimanche soir, la portée de la vidéo était devenue astronomique. Elle avait été partagée dans 47 groupes Facebook d'églises de la région d'Austin, 23 comptes Instagram de mamans chrétiennes influentes, 15 fils Twitter dédiés à la foi et à la famille, et, plus alarmant encore, le groupe de discussion privée des membres de l'église Grace Community. Des captures d'écran, qui circulèrent plus tard, confirmèrent l'ampleur de cette diffusion ciblée, prouvant que chaque recoin de notre communauté était désormais au courant. Le lundi matin, mon téléphone, que j'avais laissé éteint dans un vain espoir de préserver notre tranquillité, affichait 53 appels manqués lorsque je le rallumai enfin. Le téléphone d'Ethan, lui, comptait 41 messages de parents de ses élèves, tous encourageants, tous une variante de « Nous avons vu la vidéo, Anna est incroyable, félicitations ». Des mots doux, mais qui soulignaient l'omniprésence de la situation. Et puis, un seul message de ma mère, Diane Cadet, dont la concision était plus menaçante que n'importe quelle tirade. « Nous devons parler maintenant ». Je ne répondis pas, incapable de faire face à cette confrontation inévitable. Le mardi 18 février, la vidéo atteignit le chiffre vertigineux de 8,3 millions de vues. Les nouvelles locales d'Austin s'en emparèrent, transformant notre histoire personnelle en un fait divers. Un moment de mariage émouvant devient viral, titrait-on, avec une ironie mordante. L'article mentionnait que la mariée, Mary Harper, était une conseillère scolaire d'école primaire locale, et le marié, Étienne Harper, un professeur de collège. Mais, enfoui discrètement dans le 3e paragraphe, se trouvait le coup de grâce. Les parents de la mariée, dirigeants d'églises locaux, étaient notablement absents de la cérémonie. Le mardi soir, la vidéo totalisait 11,2 millions de vues,
TikTok la marqua officiellement comme tendance, la propulsant encore plus loin. La version Instagram Reels avait accumulé 2,88 millions de vues supplémentaires et les republications sur YouTube cumulaient 1,6 million de vues. Il n'y avait plus d'échappatoire. Le mercredi 19 février, l'église Grace Community tint une réunion d'urgence du personnel. Le sujet, je l'imaginais, devait être abordé avec une gravité forcée. Gérer la situation sur les réseaux sociaux. Je pouvais presque visualiser les visages tendus, les discussions animées, la tentative désespérée de contenir l'incendie médiatique. Le dimanche 23 février, une semaine après le mariage, lors du service de 9h30 à l'église Grace Community, mon père, le pasteur Michael Cadet, prêcha sur le thème de la confiance dans le plan de Dieu. Je n'étais pas là, bien sûr, mais j'en ai entendu parler en détail. Plusieurs personnes m'envoyèrent des messages, décrivant le sermon comme profondément gênant. Il parla de la façon dont les voix de Dieu ne sont pas nos voix, de la nécessité d'accepter l'incompréhensible. Il évoqua la façon dont nous devons parfois prendre des décisions difficiles que d'autres personnes ne comprennent pas, une allusion à peine voilée à notre situation. Il insista sur la façon dont le leadership exige des sacrifices, des paroles qui sonnaient creux à mes oreilles. Il ne me mentionna jamais par mon nom, ni le mariage, ni la vidéo, mais tout le monde savait. Chaque mot était une flèche indirecte, chaque silence une accusation. Ce dimanche-là, l'affluence fut de 2615 fidèles, une baisse notable par rapport aux 2780 habituels. L'offrande, baromètre silencieux de la fidélité, avait elle aussi chuté de 12%. Après le service, le parking, d'ordinaire rapidement déserté par des fidèles pressés de rentrer chez eux, était étrangement animé. Les gens s'attardaient, formant de petits groupes épars, leurs silhouettes se découpant sous le soleil. Les conversations s'étiraient sur 40 minutes, un temps inhabituellement long pour un après-culte. Au lieu de partir hâtivement, chacun semblait retenir son souffle, échangeant des mots à voix basse, des murmures chargés de sous-entendus, comme si un secret lourd planait sur l'assemblée. Alors que le soleil de l'après-midi commençait à décliner, projetant de longues ombres sur le parking encore animé, un membre de la congrégation s'approcha de mon père. C'était Monsieur Dubois, un homme que je connaissais depuis toujours, dont le visage habituellement jovial était aujourd'hui marqué par une hésitation palpable, presque contrite. Il s'avança avec une démarche un peu lourde, ses mains jointes devant lui. « Monsieur le pasteur », commença-t-il, sa voix s'étranglant légèrement, « puis-je vous poser une question à propos du mariage de Mary Harper ?» Le nom de ma sœur, Mary Harper, prononcé ainsi, flotta un instant dans l'air. Le sourire de mon père, pasteur Michael Cadet, qui d'ordinaire accueillait chacun avec une chaleur rayonnante, se figea sur ses lèvres, se transformant en une ligne fine et rigide. Ses yeux, habituellement si expressifs, devinrent impénétrables. « C'est une affaire de famille privée », répondit-il d'un ton sec, presque coupant, érigeant instantanément une barrière invisible mais infranchissable entre eux. L'homme, cependant, ne recula pas, ne se laissa pas intimider par cette fin de non-recevoir. Il prit une profonde inspiration. « Eh bien, monsieur le pasteur, c'est devenu plutôt public maintenant, » répliqua-t-il, avec une audace inattendue, son regard franc et direct fixant celui de mon père, comme pour souligner l'évidence de la situation. Un silence lourd s'installa, chargé de non-dits et de tensions. Le lundi soir suivant, alors que la semaine reprenait son cours, mais avec une atmosphère encore lourde des événements du dimanche, le Conseil des anciens de l'Église, habituellement si mesuré, demanda une réunion d'urgence. La convocation, envoyée par courriel, était d'une concision glaçante. L'objet, froidement formulé dans l'entête, ne laissait aucune place à l'interprétation. Préoccupation de la congrégation. Ce n'était pas une simple discussion, mais une véritable interpellation. La situation, déjà tendue, était clairement en train de dégénérer, et la pression montait de manière exponentielle, non seulement parmi les fidèles, mais aussi au sein même de la direction de l'Église, qui se retrouvait désormais face à un dilemme délicat.
Les murmures du parking s'étaient transformés en un grondement sourd, menaçant la stabilité de la communauté. C'est précisément à partir de ce moment-là que mon téléphone, d'ordinaire un simple outil de communication, devint le réceptacle d'un flot incessant de messages. Chaque notification me tirait de mes pensées, annonçant un nouveau texte, un nouvel appel manqué. Il provenait de membres de l'Église que je connaissais depuis toujours, des visages familiers qui avaient jalonné chaque étape de mon enfance, depuis les bancs de l'école, du dimanche, jusqu'au groupe de jeunes, des enseignantes du ministère des Enfants, dont les sourires bienveillants avaient éclairé tant de mes dimanches, des femmes qui m'avaient vue grandir entre ces murs sacrés, me posaient des questions empreintes d'une sincère inquiétude, mais aussi d'une confusion manifeste. Mary Harper, ça va? Demandait-elle, leurs mots chargés d'une tendresse maternelle. Tes parents ne sont vraiment pas venus? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Leur message, bien qu'affectueux et bien intentionné, résonnait comme un écho amplifié de l'incompréhension générale qui planait sur la congrégation, me rappelant à chaque fois l'ampleur du scandale. Parmi cette avalanche de messages, un, en particulier, me frappa de plein fouet, me laissant un goût amer. Il avait été envoyé par une jeune femme dont le visage m'était encore familier, qui avait fait partie de mon groupe de jeunes 7 ans auparavant. Son texte était un mélange poignant d'admiration passée, désormais ternie, et d'une déception palpable qui transparaissait à travers chaque mot. « Mary Harper, j'ai toujours admiré ta famille », écrivait-elle, une phrase qui me serra le cœur. Je ne comprends absolument pas pourquoi pasteur Michael Cadet et Diane Cadet auraient manqué ton mariage. Tu m'as appris ce qu'était l'amour inconditionnel, l'importance de la famille et de la foi. Que s'est-il passé? Cette question, si directe, si dénuée de fioritures, me transperça comme une lame froide. Elle mettait en lumière, de manière implacable, le fossé béant entre les valeurs d'amour et de pardon que mes parents avaient si souvent prônées du haut de la chair et la dure réalité de leurs actions. Malgré moi, je me sentais responsable de cette désillusion, de cette image brisée que ma famille avait projetée. Et le poids de cette responsabilité pesait lourdement sur mes épaules. Entre le 19 et le 28 février, une période de 10 jours qui me parut une éternité, mon téléphone et ma boîte aux lettres furent littéralement assaillis par une marée de communications. C'était un mélange écrasant d'attention et d'intrusion. J'ai reçu 127 SMS, 43 messages directs sur Instagram, 18 courriels et 9 cartes manuscrites, délicatement parfumées parfois, envoyées directement à mon adresse. 89% de ces messages étaient empreints d'un soutien sincère et d'une compassion réconfortante, des mots doux qui tentaient, avec plus ou moins de succès, de panser la blessure encore vive. Ils me rappelaient que je n'étais pas seule. 11%, en revanche, adoptaient une tonalité différente, défendant le droit de mes parents, pasteur Michael Cadet et Diane Cadet, à établir leurs propres limites, suggérant, parfois avec une pointe de jugement, que je devais respecter leur choix, même si cela me déchirait. Mais au milieu de cette cacophonie de voix, un message en particulier se détacha de la masse, un message inattendu qui me laissa perplexe. Il provenait de l'institutrice de maternelle Dan Harper de l'année 2023. Je ne savais même pas qu'elle fréquentait l'église Grace Community, ce qui rendait sa démarche d'autant plus surprenante et intrigante. Elle écrivait, ces mots s'affichant sur l'écran lumineux de mon téléphone, « Mary Harper, j'étais à votre mariage. Je suis aussi membre de Grace Community. Vos parents, pasteur Michael Cadet et Diane Cadet, ne le savent pas. Mais la défunte mère d'Anne Harper, Anna Senior, faisait partie de mon petit groupe de prière avant son décès. Elle a prié pour que vous entriez dans la vie de cette famille, pour que vous deveniez la mère dont Étienne Harper et Anna avaient besoin. Elle a prié pour vous par votre nom, Mary Harper. J'ai la page de son journal intime où elle a consigné ses prières. J'adorerais la partager avec vous un jour. » Je suis restée là, le regard figé sur l'écran de mon téléphone.
le monde autour de moi s'estompant pendant 20 longues minutes qui semblèrent une éternité. Une vague d'émotions, puissante et inattendue, me submergeait, me coupant le souffle. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur mes joues. Anna, la première Anna, la mère biologique d'Anne Harper, avait prié pour moi, spécifiquement pour moi, avant même de mourir. Avant même que je ne rencontre Étienne Harper, avant que notre histoire ne commence, avant que tout cela n'existe, elle avait déjà tissé un lien invisible, une connexion spirituelle qui transcendait le temps et la mort. C'était une révélation bouleversante, une preuve irréfutable que quelque chose de plus grand, un plan divin, était à l'œuvre dans nos vies. Cette pensée, à la fois réconfortante et stupéfiante, me donna une force nouvelle. Sans hésiter, les doigts tremblants, je lui ai répondu par SMS. J'adorerais le voir. Au début du mois de mars, alors que les premiers signes du printemps commençaient à peine à se manifester, mon téléphone sonna, brisant le silence de l'après-midi. Le nom de ma mère, Diane Cadet, s'afficha sur l'écran. Je pris une profonde inspiration avant de décrocher. Je répondis simplement par mon prénom, Mary. Ma voix empreinte d'une froideur et d'une distance que je ne cherchais absolument pas à dissimuler. Il n'y avait plus de place pour la fausse politesse. Sa propre voix, à l'autre bout du fil, était tendue, contrôlée, chaque mot semblant peser avec une précision chirurgicale, comme si elle marchait sur des œufs. « Nous devons prendre un café et parler », déclara-t-elle, sans préambule, sa proposition sonnant plus comme un ordre. « Parler de quoi ?» ai-je demandé, déjà sur la défensive, mon ton reflétant mon exaspération. Je savais pertinemment de quoi elle voulait parler, mais je refusais de lui faciliter la tâche. « De cette situation avec l'Église ?» répondit-elle, évitant soigneusement de nommer le problème, de prononcer les mots « mariage » ou « absence ». Cette esquive m'irritait au plus haut point. « Quelle situation ?» ai-je insisté, mon regard se perdant dans le vide, refusant de lui offrir la moindre échappatoire. « Les gens ne comprennent pas, » dit-elle enfin, sa voix se faisant plus pressante. « Ils ne connaissent pas toute l'histoire. » C'était la même rengaine, la même tentative de justifier l'injustifiable, et je sentais la colère monter en moi. Je m'adossai lourdement au comptoir de la cuisine, le froid mordant du marbre s'infiltrant à travers mon dos, un contraste saisissant avec la chaleur de la colère qui montait en moi. Du salon, des éclats de rire joyeux parvenaient à mes oreilles, ceux d'Ethan lisant une histoire à Anna. La voix grave de mon mari se mêlait au rire cristallin de ma petite fille, créant une bulle de bonheur qui, pour un instant, me sembla inaccessible. Un monde à part de la conversation glaciale que je menais. « Quelle histoire ?» ai-je répété, ma voix se durcissant, chaque mot prononcé avec une clarté nouvelle. « Vous avez choisi de ne pas venir à mon mariage. C'est toute l'histoire, la seule qui compte. » Un silence pesant s'installa à l'autre bout du fil, ma mère ne répondant pas immédiatement. Je pouvais presque l'imaginer, réfléchissant à sa prochaine manœuvre. Puis, sa voix revint, empreinte d'une pointe de pitié feinte, un ton que je connaissais trop bien et qui me répugnait. « Nous te protégions », déclara-t-elle, comme si cette phrase pouvait effacer l'affront. L'indignation, déjà bouillonnante, monta encore d'un cran. Une vague de fureur me submergea. « Non, vous vous protégiez vous-même », ai-je rétorqué, ma voix tremblante, non pas de faiblesse, mais de la rage contenue qui menaçait de déborder. C'était une accusation directe, sans détour, qui laissait peu de place à l'interprétation. Un silence encore plus lourd s'abattit, chargé de non-dits, de reproches tacites et d'une histoire familiale complexe. Chaque seconde de ce silence semblait étirer la distance entre nous. Puis ma mère le brisa, sa voix reprenant un ton plus calculé, presque mécanique, comme si elle lisait un script préparé. « Nous pouvons présenter cela comme un malentendu. Si tu publies simplement une déclaration disant que nous avions un engagement antérieur… » Je n'ai pas attendu la fin de sa phrase. L'idée même de participer à cette mascarade était insupportable. Sans un mot de plus, j'ai raccroché, le geste brusque résonnant dans le silence de la cuisine. Mon cœur battait la chamade, un tambour furieux dans ma poitrine, et la colère bouillonnait en moi, une lave ardente prête à tout consumer.
6 minutes et 33 secondes. C'est la durée exacte de cet appel. Je le savais avec une précision presque obsessionnelle, car j'avais vérifié l'historique des appels juste après, comme pour ancrer cette confrontation dans une réalité tangible, une preuve irréfutable de leur tentative de manipulation, loin des demi-vérités et des justifications fallacieuses de ma mère. Chaque seconde comptait, chaque mot échangé était gravé dans ma mémoire. Le 8 mars, une date désormais marquée d'une pierre noire, le titre du sermon de mon père, le pasteur Michael Cadet, fut modifié à la dernière minute. Il devait initialement s'intituler « Marcher dans la foi », un thème classique et rassurant, et la feuille de culte avait déjà été imprimée, diffusant cette intention première à l'ensemble de la congrégation. Mais, dans un revirement aussi soudain qu'éloquent, il le changea pour un titre qui résonnait comme un aveu public. Quand les familles sont en désaccord. Le changement fut si abrupt et si transparent dans son intention, si clairement lié aux événements récents, que les fidèles, sentant la tension palpable dans l'air, commencèrent discrètement à sortir leur téléphone. Des lumières rouges clignotèrent çà et là dans la congrégation. Des enregistrements débutèrent, capturant chaque mot à venir, chaque nuance de sa voix, chaque silence. L'Église, habituellement un lieu de recueillement, se transformait en une scène de drame familial, documentée en direct. Le sermon dura 38 minutes. Sur ce laps de temps considérable, il consacra seulement 2 minutes et 15 secondes à aborder, de manière évasive, les situations familiales. Il parla de la façon dont le leadership n'implique pas la perfection, mais plutôt un processus d'apprentissage continu, une rhétorique générale qui évitait soigneusement toute spécificité. Il évoqua la saison difficile que sa propre famille traversait, exprimant sa gratitude pour la grâce divine alors qu'il gérait des « affaires privées », un euphémisme transparent pour masquer la vérité. Il ne me mentionna jamais par mon nom, pas une seule fois, comme si mon existence même était devenue un sujet tabou. Le mot « mariage » ne fut pas prononcé non plus, une omission flagrante qui en disait long. En revanche, il utilisa le mot « grâce » à 7 reprises, une ironie amère qui n'échappa à personne dans l'Assemblée. C'était un discours codé, une tentative transparente de justifier leur absence sans jamais nommer l'éléphant dans la pièce, et chacun dans l'Assemblée, sans exception, comprit le message sous-jacent. Après le service, la congrégation se divisa visiblement, comme une rivière scindée en 2 bras. Certains s'approchèrent de mon père pour l'étreindre chaleureusement, offrant un soutien silencieux et une loyauté inébranlable, des piliers fidèles qui restaient ancrés. D'autres lui serrèrent la main poliment, mais leur regard était fuyant, évitant tout contact visuel, et ils quittèrent l'église avec une hâte inhabituelle, presque précipitée, comme s'ils voulaient échapper à l'atmosphère pesante et aux questions non posées qui flottaient en l'air. La tension était palpable, la division manifeste. 2 semaines plus tard, l'un des diacres les plus anciens de l'Église, un véritable pilier de la communauté, respecté de tous pour sa sagesse et son dévouement, démissionna de son poste. Officiellement, sa décision n'avait aucun lien avec les événements récents, une déclaration que personne ne crut réellement. Mais le timing, si précis et si éloquent, ne passa inaperçu auprès de personne. C'était un signe supplémentaire, clair et indéniable, que la fissure s'élargissait, et que les fondations même de l'Église commençaient dangereusement à trembler sous le poids de la controverse. À la mi-mars, après des jours de réflexion intense et de lutte intérieure, j'ai pris une décision ferme et irrévocable. Je ne pouvais plus rester silencieuse, ni laisser la version tronquée et manipulatrice de mes parents être la seule à circuler, à dicter le récit. J'allais répondre, non pas avec la colère qui bouillonnait encore en moi, ni avec une attitude défensive qui aurait pu être mal interprétée, mais avec une clarté inébranlable, une vérité simple, directe et sans phare. J'ai commencé à rédiger une déclaration, chaque mot pesé avec soin. Ethan l'a lu attentivement, offrant son soutien inconditionnel et ses encouragements précieux. Les grands-parents maternels d'Anna, qui avaient toujours été une source de sagesse et d'amour inconditionnel,
l'ont également examiné, apportant leur perspective équilibrée. Christine, mon amie fidèle et ma confidente de toujours, a aussi donné son avis, avec la franchise que je lui connaissais. Tous, sans exception, ont prononcé les mêmes mots, avec la même conviction et la même force. Publie-le. J'ai rédigé la première version le 12 mars, puis je l'ai peaufinée et révisée méticuleusement le 15 mars, m'assurant que chaque mot portait le poids exact de ma vérité, que chaque phrase était une expression authentique de mon expérience. Enfin, le 16 mars, à 14h33 de l'après-midi, avec une main tremblante mais une détermination inébranlable, je l'ai publié. C'était sur Instagram, sur mon compte personnel, qui comptait alors 890 abonnés, un cercle relativement intime. L'impact fut immédiat et fulgurant, bien au-delà de mes attentes. En moins de 10 minutes, la publication avait déjà recueilli 200 j'aime, un signe que mon message résonnait. Et en l'espace d'une heure seulement, elle avait été partagée 2400 fois, se propageant comme une traînée de poudre. Le message que j'avais si soigneusement élaboré, fruit de tant de douleur et de réflexion, résonnait bien au-delà de mon cercle habituel, atteignant des milliers de personnes. Voici ce que j'ai écrit. Beaucoup de gens m'avaient interrogé, avec une curiosité parfois bienveillante, parfois plus insistante, sur mes parents et sur les circonstances de mon mariage. Il était temps de lever le voile et de partager ce qui s'était réellement passé. Mes parents étaient le pasteur Michael et Diane Cadet, figures respectées de l'église Grace Community à Austin. J'avais grandi au sein de cette communauté, bercée par ses enseignements, imprégnée de ses rituels. Chaque dimanche, depuis la chaire imposante, j'avais écouté d'innombrables sermons sur la grâce infinie, la miséricorde divine et l'amour inconditionnel. Ces valeurs, je le croyais alors de tout mon cœur d'enfant, constituaient le fondement même de notre foi, les piliers inébranlables de notre existence spirituelle. Pourtant, lorsque je suis tombée éperdument amoureuse d'Ethan, un homme d'une bonté rare, un veuf courageux, professeur de collège dévoué et père exemplaire qui avait élevé sa fille seul après la perte tragique de son épouse, la réaction de mes parents fut tout autre. Ils m'avaient confrontée, le visage grave, pour me dire que cette union compliquerait inévitablement leur témoignage, leur image publique. Leur crainte était palpable, presque suffocante. Ils m'avaient demandé d'attendre, de reconsidérer ma décision, de réfléchir au jugement que les gens, la congrégation, la communauté, ne manqueraient pas de porter sur eux et sur l'Église. Leur préoccupation principale, je le réalisais avec une douleur lancinante, n'était pas mon bonheur personnel ou l'épanouissement de mon cœur, mais bien l'image immaculée qu'ils s'efforçaient de projeter. Lorsque, malgré leurs supplications et leurs avertissements, j'ai choisi d'épouser Ethan, ils ont pris la décision déchirante de ne pas assister à notre mariage. Ce n'était pas parce qu'Ethan n'était pas un homme bon, un époux potentiel digne de ce nom, ni parce qu'Anna, sa petite fille, n'était pas une enfant merveilleuse, pleine de vie et de lumière. Non, leur absence était motivée par une peur profonde, une anxiété paralysante face aux apparences, à ce que les murmures pourraient en suggérer, à ce que les gens pourraient penser de leur famille et, par extension, de leur ministère. Ils craignaient que notre union ne ternisse leur réputation, ne remette en question leur autorité morale. Mon mari, Ethan, enseigne chaque jour à des enfants l'histoire et l'intégrité, des valeurs fondamentales qu'il incarne lui-même avec une dignité exemplaire. Sa fille, Anna, une petite fille de 6 ans à l'esprit vif et au cœur pur, venait de montrer à des millions de personnes ce qu'est l'amour véritable, un amour sans condition ni préjugés, à travers sa propre innocence et sa capacité à aimer sans réserve. Mes parents m'avaient appris les mots pour définir la grâce, m'en avaient dépeint les contours théoriques depuis la chair. Mais Ethan et Anna, eux, m'avaient montré ce qu'elle est réellement, dans sa forme la plus pure, la plus désintéressée et la plus incarnée.
Ils étaient la grâce en action. Je ne partageais pas cela pour susciter la sympathie ou pour me poser en victime. Je le partageais parce que beaucoup d'entre vous, comme moi, avaient grandi dans un environnement où la foi était perçue comme une performance, où l'amour était conditionnel, où l'image et la réputation importaient bien plus que les êtres humains eux-mêmes, leurs souffrances et leurs joies. Ce n'était pas la vérité. La vraie foi, le vrai amour, ne se mesure pas à l'aune des apparences trompeuses ou des attentes sociales rigides. Il réside dans l'acceptation inconditionnelle, la compassion sincère et la vérité brute de nos cœurs. J'établissais des limites claires avec mes parents, et j'étais résolue à les maintenir fermement jusqu'à ce qu'ils saisissent enfin la portée profonde de mes paroles, la douleur et la conviction qui les sous-tendaient. Ce n'était pas une décision dictée par la colère passagère ou le ressentiment amer, mais par une lucidité nouvelle, une clarté d'esprit que je n'avais jamais eue auparavant, et une conviction inébranlable quant à la justesse de mon chemin. Et à tous ceux qui ne cessaient de me demander, avec une insistance parfois déconcertante, si je regrettais d'avoir épousé Ethan, ma réponse était toujours la même, empreinte d'une sincérité profonde et d'une pointe de mélancolie. Le seul regret que je portais en moi était de ne pas m'être opposée à eux bien plus tôt, d'avoir tardé à défendre ma vérité et mon bonheur avec la force qu'ils méritaient. Mary Harper. Oui, j'avais changé mon nom avec une fierté immense, un acte symbolique qui marquait mon entrée dans une nouvelle vie, une nouvelle identité, libre des attentes passées. Mon message, publié en ligne, avait touché une corde sensible chez des centaines de milliers de personnes, résonnant bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. En l'espace de seulement 72 heures, il avait atteint 890 000 personnes, se propageant comme une traînée de poudre numérique. Il avait été partagé avec une ferveur incroyable par des réseaux d'enseignants, des groupes de soutien parental cherchant réconfort et compréhension, des contes dédiés à la guérison des traumatismes, des communautés d'anciens évangéliques en quête de sens et des défenseurs d'églises saines et inclusives. Le commentaire le plus populaire, qui avait recueilli 18 000 mentions « j'aime », résumait parfaitement le sentiment général, capturant l'essence même de mon propos. Voilà à quoi ressemble réellement l'Évangile. La réaction de l'Église ne s'était pas fait attendre. Elle fut même d'une rapidité déconcertante. Le compte Instagram de la Église Saint-Grâce avait rapidement désactivé les commentaires sur toutes ses publications, comme pour tenter désespérément d'étouffer la vague de discussions, de critiques et de questions qui déferlaient. Peu après, l'assistant de mon père m'avait appelé. Sa voix, empreinte d'une politesse forcée et d'une gêne évidente, m'avait demandé si j'envisagerais de retirer ma publication « pour le bien de l'unité du ministère », avait-il ajouté avec une pointe d'insistance. J'avais refusé catégoriquement, ma détermination inébranlable face à cette tentative de musellement. Le lendemain, sans me consulter au préalable, Christine avait agi. Elle avait publié quelque chose sur son propre compte, un geste audacieux et inattendu qui m'avait à la fois surprise par son initiative et profondément touchée par sa loyauté. Sa publication comprenait 3 photographies éloquentes, chacune racontant une part de notre histoire. La première était une carte « Save the date » pour notre mariage, élégamment conçue avec des motifs délicats et une typographie soignée. Mais en bas de la carte, en petits caractères discrets, une note glaçante indiquait clairement que mes parents ne pourraient pas y assister. C'était une preuve irréfutable de leur absence volontaire, une marque indélébile de leur choix. La deuxième photographie, tout aussi révélatrice, montrait le bulletin paroissial de la Église Saint-Grâce, daté du 16 février. Ce dimanche-là, qui suivait de près notre union, mon père, le pasteur Michael Cadet, s'était tenu en pleine chair, son image figée sur le papier glacé du programme. Le titre de son sermon, imprimé en caractères gras, proclamait avec une ironie mordante « Faire confiance au plan de Dieu ». Nulle part sur cette page, ni sur aucune autre, n'apparaissait la moindre mention de moi, sa fille, ni du mariage familial qui venait tout juste d'avoir lieu. C'était un silence assourdissant, une omission délibérée et calculée
qui en disait long sur leur volonté farouche d'ignorer, voire d'effacer, cet événement de l'histoire de la congrégation. Pour moi, c'était une preuve supplémentaire de leur rejet. La troisième image, quant à elle, était une photographie prise lors de notre cérémonie de mariage. Elle capturait un instant poignant. Au premier rang, 2 chaises restaient désespérément vides, parées de rubans blancs immaculés, comme pour souligner leur absence. Elles avaient été réservées, avec une intention symbolique et pleine d'espoir, pour des personnes qui n'étaient jamais venues. C'était un rappel déchirant de leur absence volontaire, une blessure ouverte au cœur de ce jour censé être joyeux. La légende que Christine avait choisie pour accompagner ces clichés était lapidaire, mais d'une efficacité redoutable, preuves à l'appui. La section des commentaires sous la publication de Christine avait littéralement explosé, se transformant en un torrent d'indignation mêlée de soutien. Les messages affluaient, chacun exprimant une émotion vive. Alors, il était assez en forme pour prêcher, mais pas assez pour accompagner sa propre fille jusqu'à l'autel ? S'interrogeait un internaute, sa question résonnant avec une colère palpable. Un autre ajoutait, visiblement ému par la scène des chaises vides, « Les rubans sur les chaises vides, j'en pleure. C'est d'une tristesse infinie. » Et un troisième concluait avec une clarté déchirante qui perçait mon cœur. Voilà à quoi ressemble l'abus spirituel. C'est une manipulation émotionnelle et religieuse. Lire ces mots, c'était comme recevoir une validation inattendue, un écho à ma propre souffrance. La publication de Christine avait été mise en ligne le 17 mars à 9h15 du matin. L'impact fut immédiat et bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Avant même la fin de la journée, un journaliste d'Austin Local News avait déjà sollicité une interview avec moi. J'avais décliné poliment, mais fermement, expliquant au journaliste que là-haut, la vidéo et la publication disaient tout ce qui devait être dit, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter davantage de commentaires ou de détails personnels. Je voulais que les faits parlent d'eux-mêmes, sans l'interférence d'une interprétation médiatique. Fin mars et début avril, la fréquentation de la église Saint-Grace avait continué de chuter, de manière constante et préoccupante. Ce n'était pas un effondrement spectaculaire, ni un exode massif et soudain, mais plutôt un lent et inexorable déclin, une érosion progressive qui rongeait silencieusement les fondations mêmes de la congrégation. Le 23 mars, ils étaient 2510 fidèles. Le 30 mars, ce nombre était tombé à 2420. Le 6 avril, il ne restait plus que 2350 personnes. Le dimanche de Pâques, le 13 avril, avait vu une légère remontée à 2385. Un petit sursaut d'espoir qui s'était avéré éphémère. La semaine suivante, la fréquentation avait de nouveau diminué, confirmant la tendance. Le ministère des Femmes, dirigé par ma mère, Diane Cadet, avait également subi un revers significatif. Les inscriptions pour la session d'études bibliques du printemps avaient chuté de 18%, un chiffre alarmant. Plusieurs membres de longue date, des piliers de la communauté, avaient invoqué des conflits d'horaires comme prétexte pour leur désengagement. Ces excuses étaient si transparentes qu'elles masquaient à peine un malaise plus profond, une désapprobation silencieuse qui commençait à se propager au sein de l'Église. Fin avril, face à cette situation de plus en plus intenable, le Conseil des Anciens avait finalement demandé à mon père d'aborder la situation lors d'un sermon. Leur requête n'était pas une demande d'excuses, ce qui aurait été trop direct, mais plutôt une exigence de transparence pastorale, une tentative désespérée de contenir la crise grandissante et de rassurer la congrégation. Mon père avait d'abord résisté, réticent à exposer publiquement des affaires familiales qu'il considérait comme privées. Mais, face à leur insistance, un compromis avait été trouvé. Il ferait une brève reconnaissance de la situation, sans entrer dans les détails. Le 27 avril, lors du service de 10h30, mon père s'était tenu à la chaire, le visage grave, l'air solennel. « Le leadership ne signifie pas la perfection », avait-il déclaré d'une voix mesurée.
presque monocorde. Cela signifie apprendre. Ma famille a traversé une période difficile. Je vous suis reconnaissant de votre grâce, alors que nous gérons des affaires privées. Le sermon avait duré 38 minutes. Seulement 2 minutes et 15 secondes avaient été consacrées à cette situation délicate, une fraction infime du temps. Il ne m'avait mentionné par mon nom 0 fois. Le mot mariage n'avait été prononcé 0 fois. En revanche, le mot grâce avait été utilisé 7 fois, comme un mantra vide de sens personnel, une tentative de noyer la réalité sous un flot de piété. Après le service, la congrégation s'était divisée de manière visible et palpable. Certains s'étaient pressés autour de lui pour l'étreindre, offrant un soutien inconditionnel, leur visage empreint de compassion. D'autres, en revanche, lui avaient serré la main avec une politesse distante, leur regard fuyant, avant de s'éclipser rapidement, le visage fermé, l'air pensif. L'atmosphère était lourde, chargée d'un mélange complexe de loyauté, inébranlable, et de désillusion croissante. 2 semaines plus tard, un diacre de longue date avait démissionné. Officiellement, pour des raisons personnelles, mais personne n'avait manqué de remarquer la coïncidence troublante du calendrier, un signe clair que la fissure s'élargissait. En mai 2025, mes parents avaient fait une nouvelle tentative de rapprochement, un geste inattendu. Ils avaient demandé une thérapie familiale. Ma mère, Diane Cadet, m'avait envoyé un message, son ton empreint d'une certaine fragilité. « Pouvons-nous au moins essayer ?» J'avais répondu sans hésitation, posant une condition non négociable, ma voix intérieure réclamant une neutralité absolue. Seulement si le thérapeute n'est pas affilié à l'Église. Elle n'avait pas répliqué. Le silence, lourd et familier, s'était installé à nouveau entre nous, scellant une fois de plus l'impasse. 3 jours plus tard, le téléphone avait vibré à nouveau, affichant le nom de ma mère. Elle avait retenté sa chance, son message empreint d'une tentative de rapprochement que je percevais comme désespérée. « Pouvons-nous au moins nous rencontrer pour dîner ?» J'avais senti une pointe d'espoir fugace, immédiatement étouffée par la réalité de la situation. Mes doigts avaient tapé la réponse, chaque mot pesant lourd de vérité et d'une douleur persistante, fruit de trop de déception. Quand vous serez prêt à vous excuser auprès d'Ethan et d'Anna, non pas pour les apparences, mais parce que vous le penserez sincèrement, appelez-moi. D'ici là, c'est terminé entre nous. J'avais appuyé sur envoyer, le cœur serré, et aucune réponse n'était venue. Le silence qui avait suivi était assourdissant, une confirmation de l'impasse. Le 18 mai, alors que le calendrier marquait la fête des mères, un mélange complexe d'amour filial et de profonde déception m'avait envahi. Malgré tout, je n'avais pu me résoudre à ignorer ce jour. J'avais envoyé un bouquet de fleurs à la maison de ma mère, Diane Cadet. La carte, rédigée avec une tristesse résignée mais une clarté inébranlable, disait « Je t'aime toujours, mais je ne peux pas te faire confiance avec ma famille. » C'était une déclaration de mon amour inconditionnel, mais aussi de mes limites infranchissables. Elle n'avait pas répondu, le silence persistant, plus éloquent que n'importe quel mot, scellant notre distance. En juin 2025, Anna avait célébré ses 7 ans. Nous avions organisé une joyeuse fête d'anniversaire à notre maison, un événement vibrant de rire et de bonheur contagieux. Les guirlandes colorées pendaient joyeusement, et l'air était empli du parfum sucré du gâteau et des éclats de voix des enfants. 25 enfants couraient partout, leur rire résonnant dans chaque pièce, accompagnés de leurs enseignants et de leurs parents d'école. Les grands-parents maternels d'Anna, les parents de la défunte épouse d'Ethan, étaient présents, leurs visages empreints d'une tendresse infinie. Christine, ma meilleure amie, et sa famille, y compris son mari, un pasteur ordonné, et sa sœur, étaient également là, apportant leur chaleur et leur soutien. C'était notre famille choisie, un cercle d'amour et de soutien qui nous entourait, un refuge contre les tempêtes. Mes parents, eux, n'avaient pas été invités, leur absence étant une décision douloureuse mais nécessaire. Anna,
avec l'innocence lumineuse de son âge, avait posé la question une seule fois, ses grands yeux curieux fixés sur moi. « Pourquoi ta maman et ton papa ne viennent-ils pas chez nous ?» Je m'étais agenouillée, mon cœur serré par la complexité de la situation, mais ma voix était restée douce et mes yeux directs. Parce que toutes les personnes qui sont de ta famille ne sont pas toujours bonnes pour toi, ma chérie, et c'est normal. Elle avait réfléchi un instant, son petit front se plissant dans une concentration adorable, puis avait hoché la tête, un simple « d'accord » qui avait scellé la conversation avec une simplicité désarmante. Et c'était tout. Sans plus de questions, elle était retournée jouer avec ses amis, son monde d'enfant n'étant pas encore assombri par la complexité et les nuances parfois douloureuses des relations adultes. L'été 2025 avait marqué un nouveau chapitre, une période de reconstruction et de sérénité retrouvée. La vie avait repris son cours, plus sereine et plus ancrée dans la réalité de notre bonheur. Ethan et moi nous étions pleinement épanouis dans notre mariage, notre amour se renforçant chaque jour, tissant une toile de confiance et de complicité. Anna, quant à elle, s'épanouissait, rayonnante de joie et de curiosité insatiable, explorant le monde avec un enthousiasme communicatif. Notre maison était devenue un véritable havre de paix, un lieu de rassemblement chaleureux pour notre communauté grandissante. Les dîners du jeudi à 18h30 étaient devenus une tradition sacrée, un rituel qui ancrait notre semaine. Anna m'aidait à cuisiner, ses petites mains affairées à mélanger ou à disposer les légumes, tandis qu'Ethan mettait la table avec un soin méticuleux, s'assurant que chaque détail était parfait. Enseignants, parents d'élèves, amis proches, tous se retrouvaient autour de notre table, partageant des repas copieux, des conversations animées et des rires francs, créant une atmosphère de véritable famille. Nous avions accroché des photos dans le couloir, transformant cet espace de passage en une galerie intime de nos souvenirs les plus chers. Des clichés de notre mariage, capturant la joie de ce jour, côtoyaient les photos d'école d'Anna, immortalisant sa croissance. Et, avec une tendresse et un respect infini, nous avions encadré une photo de la défunte épouse d'Ethan, Anna, l'aînée. Il était essentiel qu'Anna, notre fille, puisse la voir, la connaître, et se souvenir qu'elle aussi faisait partie intégrante de cette famille, que son héritage était honoré et chéri, une présence douce et constante dans nos vies. En septembre, un événement inattendu était venu éclairer notre quotidien d'une lumière nouvelle. J'avais reçu une lettre, son enveloppe simple et sans fioriture, portant l'écriture élégante de la grand-mère maternelle d'Anna, la mère de la défunte épouse d'Ethan. Mon cœur avait battu un peu plus vite en la voyant, une curiosité mêlée d'appréhension. À l'intérieur, je n'avais pas trouvé une lettre, mais un trésor inestimable. Une page de journal intime, pliée avec soin. Écrite à l'encre bleue, la date du 18 avril 2019 y était clairement inscrite. C'était un fragment de l'âme d'Anna, l'aînée, rédigé alors qu'elle était enceinte, sa grossesse étant à haut risque. Ces mots révélaient une lucidité déchirante, une conscience aiguë que quelque chose pouvait mal tourner. Ces phrases, empreintes d'une force et d'une tendresse infinie, résonnaient avec une puissance presque prophétique, me transperçant le cœur. « S'il m'arrive quelque chose, je prie pour qu'Ethan trouve quelqu'un qui aimera ce bébé comme le sien. Quelqu'un de patient, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui sera présent. Mon Dieu, envoie-nous quelqu'un qui sera présent. » Le message de la grand-mère, joint à l'entrée de journal, était court mais d'une profondeur bouleversante, ajoutant une couche de signification à cette découverte. Mary, j'ai trouvé ceci après le décès d'Anna. Ces quelques mots, découverts des années plus tard, semblaient être une réponse directe à la prière d'Anna, l'aînée, un signe du destin qui me liait à cette famille d'une manière encore plus profonde et sacrée, comme si j'avais été guidée jusqu'à eux. J'ai gardé cela pendant 6 ans, avait-elle écrit, et ces mots résonnèrent dans mon esprit avec une force inouïe, soulignant la patience et la foi de cette femme. Quand j'ai vu cette vidéo, faisait-elle référence à l'une de mes vidéos en ligne? J'ai su que tu étais la réponse à sa prière. Ces phrases
simples et directes, m'avaient frappé de plein fouet, me coupant le souffle. Le journal intime d'Anna, l'aînée, et le message de sa mère, la grand-mère maternelle d'Anna, étaient plus qu'une simple révélation. C'était une validation inattendue, une bénédiction qui venait sceller notre union, la légitimant d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Submergée par l'émotion, mes jambes avaient flanché et je m'étais effondrée sur le sol du salon, les larmes coulant sans retenue, chaudes et abondantes. Pendant 1 heure, j'avais pleuré, un mélange de tristesse profonde pour Anna, l'aînée, de gratitude immense pour cette prière exaucée et d'un soulagement apaisant pour le chemin inattendu que la vie m'avait fait prendre, me menant exactement là où je devais être. Ethan m'avait découverte là, recroquevillée sur le sol du salon, le visage encore trempé de larmes et les épaules secouées par les derniers sanglots. La lumière du jour commençait à décliner, jetant de longues ombres dans la pièce. Mais je n'avais rien remarqué, perdu dans le tourbillon de mes émotions. Sans un mot, il s'était agenouillé à mes côtés, puis m'avait serré fort contre lui, son étreinte ferme et protectrice me permettant de vider mon cœur sur son épaule. Le tissu de sa chemise s'imprégnait de mes larmes, mais il ne bougeait pas, me laissant tout l'espace nécessaire pour libérer cette vague de chagrin et de soulagement. Sa présence silencieuse était un baume apaisant, une ancre dans la tempête qui venait de me submerger. Une fois le flot de larmes apaisé, ma respiration redevenue plus régulière, je m'étais écartée légèrement de lui. Mes mains tremblantes lui avaient tendu la page du journal intime, froissée mais précieuse. Je l'avais regardé, les yeux rougis, tandis qu'il prenait le temps de lire les mots d'Anna, l'aînée, puis ceux de sa mère, la grand-mère maternelle d'Anna. Son visage s'était transformé, passant de l'inquiétude à une compréhension profonde, puis à une émotion palpable. Il avait compris l'ampleur de ce que nous tenions entre nos mains, la signification sacrée de ces lignes. C'était bien plus qu'un simple écrit. C'était un héritage spirituel, une prophétie accomplie qui liait nos destins de manière indissoluble. Nos regards s'étaient croisés, un accord silencieux scellant cette révélation. Ensemble, nous avions décidé de préserver ce précieux document avec le respect qu'il méritait. Nous l'avions fait encadrer avec le plus grand soin, choisissant un cadre en bois sur mesure d'une valeur de 185 €, réalisé par un artisan professionnel dont le travail minutieux garantissait la protection de ce trésor. Ce n'était pas un simple objet décoratif, mais un témoignage sacré de foi et d'amour. Nous l'avions ensuite accroché dans notre salon, à un endroit bien visible, juste à côté du panneau de mariage qu'Anna, notre petite fille, avait brandi avec tant de fierté le jour de notre union. Ces deux éléments, désormais réunis côte à côte, racontaient une histoire complète et émouvante, celle d'une famille unie par le destin, la prière et un amour inconditionnel. Pour l'instant, Anna, notre fille, ne connaissait pas l'existence de ce journal intime. Nous avions convenu qu'elle était encore trop jeune, à 6 ans, pour en saisir toute la profondeur et la complexité émotionnelle. Nous attendrions qu'elle soit plus âgée, plus à même de comprendre l'histoire de sa mère biologique et la prière qui avait guidé mon chemin vers elle. Nous voulions qu'elle puisse appréhender cette vérité avec la maturité nécessaire, sans que cela ne pèse sur son enfance. Pour l'heure, elle savait simplement qu'elle était aimée, profondément et inconditionnellement, et c'était tout ce qui importait pour son bonheur et son équilibre. Fin 2025, Ethan et moi avions concrétisé un projet qui nous tenait particulièrement à cœur. Nous avions lancé le Fonds d'espoir Anna, une bourse d'études spécifiquement destinée aux enfants de parents célibataires souhaitant poursuivre des études supérieures. C'était notre manière de rendre un hommage durable à la femme qui avait prié pour cette famille et à l'enfant qui nous avait montré ce qu'était la véritable grâce et la résilience. Les fonds provenaient de sources diverses et parfois inattendues, les revenus générés par la vidéo virale de notre mariage, les fonds du créateur TikTok qui avait partagé notre histoire, la monétisation YouTube des rediffusions de Christine, faites avec notre permission, et de généreux dons de la communauté qui avaient été touchés par notre parcours.
L'annonce officielle avait eu lieu en novembre, et l'accueil avait été chaleureux, dépassant toutes nos espérances et nous remplissant d'une immense gratitude. La première bourse, d'un montant de 2 500 €, avait été attribuée à une lycéenne en terminale, élevée avec courage par un père veuf. Elle aspirait à devenir enseignante, un choix qui résonnait particulièrement avec l'esprit de notre fonds, axé sur l'espoir et la transmission. Nous avions reçu 340 candidatures dès le premier cycle, un nombre qui témoignait du besoin criant et de l'impact potentiel de notre initiative. Cette réponse massive nous avait confortés dans la pertinence de notre démarche. Notre objectif était d'attribuer 5 bourses par an, un pas modeste mais significatif, vers l'aide à ces jeunes méritants, leur offrant une chance de réaliser leurs rêves. En décembre, mes parents avaient vu l'annonce du fonds. Un courriel était arrivé, laconique mais clair, dénué de toute fioriture. Nous aimerions contribuer. J'avais lu ces mots avec un mélange d'émotions complexes, entre une surprise teintée d'amertume et une pointe d'espoir inattendue. Sans répondre directement, j'avais transféré leur message au conseil d'administration du fonds de bourse, laissant la décision entre leurs mains. Ils avaient accepté la donation, en toute discrétion, de manière anonyme, respectant ainsi la distance que je maintenais. Je n'avais jamais répondu à l'email de mes parents. Le silence était ma réponse, une frontière que je n'étais pas encore prête à franchir, les blessures du passé étant encore trop vives. Janvier 2026. Le panneau d'Anna, celui qu'elle avait porté lors de notre mariage, trônait toujours dans notre salon, un point focal chaleureux et familier. Il était désormais encadré avec un soin professionnel. Son bois sur mesure d'une valeur de 185 €, lui conférant une présence encore plus digne. Juste à côté, la page encadrée du journal intime d'Anna, l'aînée, témoignait d'une autre forme d'amour et de sacrifice. Une histoire plus secrète, mais tout aussi puissante. En dessous des deux, une petite plaque gravée portait une citation tirée d'Isaïe 11, 6. « Et un petit enfant les conduira ». C'était la première chose que l'on voyait en franchissant le seuil de notre porte d'entrée, un rappel constant des valeurs qui nous animaient et de la force de notre famille. Anna, notre petite fille, demandait parfois, avec son enthousiasme enfantin, à emporter le panneau à l'école pour le présenter et raconter à ses camarades. Elle était si fière de cette histoire unique. Nous la laissions faire, le cœur rempli de fierté de la voir partager son histoire et la nôtre avec une telle assurance et une telle joie. C'était une manière pour elle d'affirmer sa place dans le monde, son identité singulière, et de célébrer la beauté et la force de sa famille, construite sur des fondations d'amour et de destin. Mes parents, eux, n'avaient toujours pas revu Anna en personne depuis le mariage, et cette absence pesait parfois lourdement sur mon cœur. Anna, avec l'innocence et la curiosité propres à son âge, posait occasionnellement des questions à leur sujet, ses grands yeux pétillants cherchant des réponses. Je lui disais la vérité, adaptée à sa compréhension, en choisissant mes mots avec soin. Parfois, les gens ont besoin de temps pour comprendre ce qui est vraiment important, ma chérie, lui expliquai-je doucement, en caressant ses cheveux. Elle hochait la tête, acceptait ma réponse sans insister, et passait à autre chose, son esprit vif déjà tourné vers de nouvelles découvertes. Les enfants, pensais-je souvent, sont bien meilleurs que les adultes pour comprendre et respecter les limites. Leur capacité à accepter les choses telles qu'elles sont, sans le fardeau des attentes déçues ou des rancœurs tenaces, était une leçon en soi, une sagesse pure que nous, les adultes, avions souvent oubliée. Le 15 février 2026. Le soleil d'hiver, doux et prometteur, baignait la ville d'une lumière dorée. C'était notre premier anniversaire de mariage, une étape que nous avions hâte de célébrer. Pour marquer cette journée spéciale, nous étions retournés au jardin botanique Silker, l'endroit même où Ethan m'avait fait sa demande en mariage, sous un ciel étoilé, et où nous nous étions unis un an auparavant, entourés de nos proches. L'air était frais et vivifiant,
Et les allées du jardin, bien que moins fleuries qu'en plein été, conservaient une beauté sereine. Christine, fidèle à elle-même et toujours prête à capturer les moments précieux, était là pour immortaliser l'instant avec son appareil photo. Elle avait pris une magnifique photo de nous trois, Ethan, moi et Anna. Anna, rayonnante, portait du violet, sa couleur préférée, la même teinte joyeuse que son écharpe de mariage, un souvenir précieux de ce jour inoubliable. Ses yeux brillaient d'espoir et d'une joie pure lorsqu'elle avait demandé « On peut revenir ici chaque année ?»« Ça, chaque année, ma puce », lui avais-je promis, le cœur gonflé d'amour et de gratitude, en serrant sa petite main. « Même quand je serai grande », avait-elle insisté, et Ethan, avec un sourire tendre qui illuminait son visage, avait ajouté « Oui, même quand tu seras grande, Anna. » C'était une promesse scellée par l'amour et la joie, un rituel que nous savions déjà précieux, une encre pour les années à venir. Ce soir-là, alors que la maison était calme et que les souvenirs de la journée emplissaient l'air, j'avais publié la photo de notre anniversaire sur les réseaux sociaux. La légende que j'avais choisie exprimait tout ce que je ressentais, chaque mot résonnant avec une vérité profonde. Il y a 1 an, une fillette de 6 ans a enseigné à une salle pleine d'adultes ce qu'était la famille. Aujourd'hui, elle nous enseigne ce qu'est la joie. Dire que je suis reconnaissante ne suffit même pas à exprimer l'ampleur de mes sentiments. J'avais relu la phrase plusieurs fois, sentant l'émotion monter, avant de cliquer sur « Publier ». Les commentaires avaient afflué par milliers, une vague d'amour et de soutien qui m'avait submergée. Des personnes qui avaient suivi notre histoire depuis le début, celles qui avaient partagé la vidéo de notre mariage avec leur propre cercle, celles qui avaient été inspirées à poser leurs propres limites dans leurs relations familiales ou amicales, celles qui avaient trouvé le courage de quitter des églises toxiques où elles ne se sentaient plus à leur place, celles qui avaient choisi l'amour inconditionnel plutôt que la performance religieuse ou sociale. C'était un témoignage puissant de l'impact de notre histoire, une preuve que notre vulnérabilité avait touché des milliers de cœurs. Un commentaire en particulier avait retenu mon attention, venant d'une femme que je ne connaissais pas, mais dont les mots résonnaient avec une douleur familière. « Mes parents m'ont reniée quand je me suis mariée en dehors de notre religion », avait-elle écrit, et je pouvais presque sentir sa peine à travers l'écran. J'ai vu votre histoire et j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Je suis en train de poser des limites maintenant. Merci de m'avoir montré que c'est possible. En lisant cela, une vague de compréhension m'avait traversée. C'est à ce moment-là que j'avais compris que cette histoire n'avait jamais été uniquement la mienne. Mes parents m'avaient enseigné le vocabulaire de la foi, les mots justes à prononcer, la bonne posture à adopter, la performance attendue lors des services religieux et dans la vie quotidienne. Ils m'avaient appris les règles, les dogmes, les apparences. Mais Ethan et Anna, eux, m'avaient enseigné la langue de la foi, celle qui se vit et se ressent au plus profond de l'être, celle qui se manifeste par des actions et une présence authentique. Et j'avais enfin compris que la grâce n'est pas ce que l'on prêche du haut d'une estrade, avec des mots éloquents et des gestes grandioses. C'est la personne pour qui l'on se montre présent, celle pour qui l'on est là, surtout quand cela nous coûte quelque chose, quand cela demande un sacrifice personnel ou une remise en question de nos propres certitudes. Mon père prêchait la grâce depuis une scène devant 2800 personnes chaque semaine. Ses paroles résonnant dans l'immense salle, ses sermons loués pour leur éloquence. Pourtant, une fillette de 6 ans, brandissant un panneau fait au marqueur violet, avait montré plus de grâce en une seule marche dans une allée, avec une simplicité désarmante, que lui en 18 ans de ministère. Ce panneau, ce simple morceau de carton, était devenu un symbole puissant, un phare de vérité au milieu des conventions. Il est toujours accroché dans mon salon aujourd'hui, un rappel constant de ce jour. Certaines personnes pensent que ce n'est qu'un doux souvenir de mariage, une jolie décoration murale. Mais moi, je sais ce que c'est vraiment. C'est un registre, une preuve irréfutable, un rappel que l'amour ne se résume pas à son apparence, aux liens du sang ou aux attentes sociales,
Il s'agit de savoir qui se montre présent, qui est là pour vous, inconditionnellement. Et le 15 février 2025, les personnes qui comptaient le plus, elles étaient là, leur visage rayonnant d'amour et de soutien. Les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement, elles ne l'étaient pas. Et cela en dit long sur la différence fondamentale entre la foi vécue et la performance religieuse. Anna a maintenant 8 ans, et elle grandit, pleine de vie et de questions. Elle demande encore parfois si ses grands-parents viendront un jour lui rendre visite, son ton empreint d'une légère mélancolie. Je lui dis la vérité, avec la même tendresse et la même douceur. Je ne sais pas, ma chérie, mais tu as tellement de gens qui t'aiment. Tu nous as, nous, ta famille proche. Tu as tes autres grands-parents, les parents d'Ethan, qui t'adorent. Tu as tes professeurs et tes amis à l'école, et tous ceux qui se sont montrés présents quand cela comptait vraiment. Elle y réfléchit un instant, ses sourcils froncés dans une adorable concentration. Puis elle dit, avec une simplicité désarmante, « Ça fait beaucoup de monde. » « Oui, lui dis-je, en lui souriant. C'est vrai, c'est vraiment beaucoup de monde qui t'aime. » Et elle sourit à son tour, un sourire éclatant, puis s'enfuit jouer, car elle sait quelque chose que mes parents n'ont jamais appris. La famille, ce n'est pas qui l'on est lié par le sang, ce n'est pas une question de généalogie ou de convention. C'est qui se montre présent, qui est là pour vous, jour après jour. Et nous nous montrons présents les uns pour les autres chaque jour, avec tout notre amour. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et abonnez-vous à la chaîne. Il y aura encore beaucoup d'autres histoires. Ce n'est pas la fin de mon histoire, ce n'est que le début de quelque chose de meilleur.